troisième créateur qui nous rejoint ce matin. Donc après Stéphane Dietz, Vladimir Skoda, nous retrouvons Jean-Noël Buatois, qu'on a présenté entre autres comme un coutelier, mais un créateur avant tout. Jean-Noël a en effet un parcours multiple, composé, facetté, de ceux qui font toute la sève d'une personne à devenir effectivement un créateur. Il a commencé par des études d'art, de beaux-arts, avec un intérêt pour le dessin, la sculpture. Il a aussi été photographe à un moment. Et depuis une vingtaine d'années, il a posé ses valises en Bourgogne, où il a un très bel atelier, une forge, entre autres. Et donc, il fait un travail de coutellerie, un travail autour du métal. Il décrit, je le cite, « J'ai choisi d'épouser mon métier dans son étendue, du dessin à la forge, de la mécanique au dernier geste sur l'établi, pour incarner mon sens de l'absolu dans ces objets, et cela dure depuis 20 ans. » En 2008, lors d'une exposition personnelle qui lui est consacrée au Musée des Beaux-Arts de Dijon, qui s'intitulait Damas organique, il va présenter un nouveau processus de fabrication, justement, de cet acier damassé. C'est pour citer quelques dates de son parcours. En 2011, lui est décerné le prix pour l'intelligence de la main, talent d'exception, de la Fondation Bettencourt-Schweller. Il est souvent à l'origine de ses propres créations, vous allez en découvrir quelques-unes, mais aussi répond à des commandes, dont il y a quelques années une épée d'académicien. Alors donc tu aimes emprunter les chemins de la création, donc c'est en ta compagnie, mais donc on va les emprunter. Ça va être un parcours qui est à la fois, vous allez vite le comprendre, intime et personnel, technique et esthétique. Et donc on commence pour cette entrée en matière par un petit clip, alors qui est peut-être moins intimiste que ce que je viens de décrire. Je vous laisse découvrir. Bonjour. On a peut-être plus l'habitude, nous, de travailler avec des marteaux que d'être derrière un micro. Donc avant ce genre de moment, on réfléchit à ce qu'on peut faire pour entrer en contact avec des gens qui ne sont pas au quotidien avec la matière, dans un compagnonnage profond. Et on ne peut pas arriver ici avec le four et les outils. Donc comment faire sentir avec des images qui sont des images plaquées, abstraites, d'objets complètement finis, le parcours très long d'investissement intérieur pour arriver jusqu'à eux. Voilà, c'est toujours pas très évident. Donc je vais vous inviter à commencer par une petite réjouissance, et puis après je vous en dirai un petit peu plus. Bon, vous l'avez compris, je suis un coquin. Bon, alors évidemment, les temps qui ont précédé la conférence, je me disais, bon, comment les introduire à mon monde? Et il se trouve que j'aime beaucoup le cinéma, mais c'est un peu dévorant. Donc je regarde des fois n'importe quoi. Et voilà, je suis tombé sur ce film, et alors c'est super amusant pour moi, parce que d'abord, je ne sais pas ce que je regarde, c'est-à-dire qu'est-ce qui est réel dans ce que je regarde de ce qui n'est pas réel en 3D, totalement fabriqué, refabriqué, enfin construit virtuel, construit abstraitement, construit hors du monde. Et là, je retrouve en fait tout ce qui est déjà à l'œuvre chez Héphaïstos, le dieu grec de la forge, du fer, de l'airain, etc., qui est une espèce de démiurge fou
construit des automates, dont par exemple, pour vous donner un exemple précis, un chien qui fait le tour de la crête et qui mord toutes les personnes qui y entrent. Là, il s'agit d'un espèce de génie aussi, mais qui fabrique des armes et qui se rend compte que ces armes tuent subitement, une brusque prise de conscience, et il se transforme en Iron Man. Alors moi j'ai choisi de vous faire un peu confiance pour les images. Je me dis que peut-être dans un premier temps, très simplement, je peux vous laisser regarder, parce qu'il me semble qu'on a tous une capacité d'observation qu'on sous-estime. On va commencer par des objets un petit peu plus anciens. Donc voilà, je fabrique des couteaux. C'est entré dans ma vie d'une façon troublante. J'ai commencé à faire des couteaux sans le savoir vraiment en fait. Je suis tombé dans le feu. Et puis je dormais plus. Ça m'a vraiment fait beaucoup d'effets. Donc je me suis mis à faire des couteaux. Et puis bon, très longtemps, bien longtemps après, il y a des objets qui me satisfaisaient, qui ont commencé à sortir. Ça, ce sont des lignes qui viennent de Perse. C'est une paire d'objets conçus en même temps. En général, je fabrique des objets que je ne répète pas. C'est-à-dire que ce que j'aime faire en tous les cas, c'est ça. Il y en a quelques-uns que je répète. Mais l'essentiel, je ne les refais pas. Il y a des tas de petits détails qu'on ne peut pas voir sur une photo qui font que l'objet apparaît comme un monde fini. J'ai été très tôt fasciné, parce que j'ai fait de l'archéologie et de l'ethno, par la matière, je crois par les objets anciens, par le pourquoi ils existent. C'est-à-dire, j'ai compris très tôt que les objets ont un sens, ce qui est, à mon avis, complètement perdu de vue aujourd'hui. Les objets portent du sens, c'est-à-dire qu'ils ont une signification, et l'acier damassé, et là je fais un petit point, parce que Vladimir Skoda, qui est toujours là, a parlé tout à l'heure d'acier damasquiné. Je fais un point technique. Acier damasquiné, c'est une gravure. On ouvre dans l'acier avec un burin une gravure, c'est-à-dire que le morceau d'acier va être soulevé comme ça, comme une double vague, et on va insérer à l'intérieur un fil de cuivre par exemple. On va insérer un fil et on va refermer cette lèvre qu'on a soulevée, ce qui fait que le fil est inséré et bloqué dans l'acier. Donc ça n'est pas du tout mon travail, moi je fais pas du tout ça. Mon travail, c'est réaliser, fabriquer, forger des aciers dits damassés. Les aciers damassés, ce sont des aciers, pour commencer, je veux dire, comme un millefeuille d'acier, pour ceux qui font de la pâte feuilletée, tout à fait comme de la pâte feuilletée. Donc les objets peuvent être pris de façon très différente. J'utilise des matériaux qui sont des matériaux assez classiques, de la coutellerie. Si vous regardez dans les aciers, j'espère que les images sont suffisamment bonnes, vous allez découvrir que des dessins s'y forment de façon potentiellement très différente. On peut presque tout faire. Un couteau plutôt de tradition nordique, font des objets très simples, les gens du Nord. Et souvent dans cette pratique d'acier, alors celui-là il est un peu japonisant parce que c'est mes côtés japonisants sur les bords, et parce que j'adore travailler l'ivoire, que voilà, on peut plus désormais, j'ai bien fait d'en profiter, puisqu'on ne peut plus du tout là en commercialiser en France depuis le 19 août. Et donc voilà, une lame, pour commencer un petit peu à vous introduire, une lame qu'on dit dans notre jargon sandwich, c'est-à-dire c'est comme un sandwich. Vous avez au milieu le jambon, et puis de chaque côté, vous avez le pain. Donc la barre du centre, si vous voulez, est une barre en acier très dur, et on va mettre de chaque côté, on va fabriquer un acier, ou on va simplement utiliser des aciers homogènes. Donc quand je dis homogène, c'est un acier qui sort de l'industrie. Et on va faire ce sandwich avec un principe de forge qui est très très ancien. C'est comme ça qu'en fait le fer arrive dans nos vies.
Le fer, c'est le minerai. Il faut bien différencier les deux choses. Je mets en appel vraiment votre attention. Le fer, c'est le matériau qu'on trouve au sol un peu partout en France. Chez moi, il y en a plein. Il y a une mine, là où j'habite. Et on va trouver du fer qui est natif du minerai. Le fer, c'est ça. Et si on utilise ce fer, si on le met dans certaines conditions, qu'on le fait, pour aller vite, je vais dire fondre, on va obtenir du fer qu'on va pouvoir forger. L'acier, ça n'a rien à voir. Le fer, l'acier, c'est un autre monde. L'acier, c'est du fer dans lequel on a fait entrer du carbone. Et aujourd'hui, des tas d'additifs, parce qu'on sait tout faire entrer aujourd'hui dans l'acier. Au départ, c'est du fer plus du carbone, du charbon de bois, par exemple. Ça peut être des éléments, ça peut être du sabot de cheval, ça peut être des éléments animaux aussi. Donc, moi, ma spécialité, c'est pas le fer. Je ne le travaille pas, pour ainsi dire jamais. C'est l'acier, donc une obtention culturelle. Et depuis toujours, on sait faire entrer dans l'acier une multitude d'événements qui sont des événements, ceux que vous venez de voir, assez lyriques, qui vont transformer les lames en une infinité de dessins. Pour faire ça, on a inventé des méthodes, nous autres les humains, qui sont assez folles. Ça commence bien avant Jésus-Christ, entre 4000 et 2000. On commence avec le fer à trouver le moyen de le purifier. Auparavant, on ne connaît que ce que vous voyez là dans les usages des ferreux. C'est du fer météoritique, donc une météorite qui tombe sur le sol. Là, on repère très bien la structure triangulaire qui est composée de fer et de nickel. On utilise ça chez les Égyptiens, bon, bref, à beaucoup d'endroits sur la planète. À certains endroits, comme chez les Inuits, on utilise ça très tard, jusqu'au 19e, parce que chez les Inuits, il n'y a pas de ressources pour faire de l'acier. Mais partout ailleurs, on commence à faire de l'acier avec différentes méthodes. Celle que je vais filer, parce que c'est la plus commune, c'est le bas fourneau. Donc vous connaissez déjà le haut fourneau, c'est-à-dire cette pièce voilà, qu'on pourrait presque comparer à ce théâtre un peu plus petit. Le haut fourneau qui est une cheminée. Là, on a affaire exactement à la même chose, sauf que c'est beaucoup plus petit. On va utiliser une cheminée dans laquelle on va charger successivement du charbon puis du fer, le minerai. Et le fer va descendre par gravité, tout simplement, va descendre en même temps que la chauffe se produit, et en fait va s'agglomérer, va devenir un élément. Alors, j'en profite pour détailler le dispositif. Bon, là, c'est l'INRAP, donc c'est des archéologues. On les voit autour de la cheminée. Donc là, on a affaire à une ventilation forcée. Vous voyez, ils tiennent des espèces de soufflets. Et donc, ils sont en train de ventiler à l'africaine, si vous voulez. Donc, on a des soufflets, on en ferme un, on ouvre l'autre. Ce qui fait qu'on va envoyer de l'air dans la cheminée. C'est ce qui permet d'arriver à des taux de carbone, puisque le charbon pénètre dans le fer, à des taux de carbone relativement intéressants, qui permettent d'arriver à l'acier, qui est un matériau qui va se transformer, contrairement au fer, qui va se transformer en fonction des thermiques. C'est-à-dire que si on applique un acier, on prend une barre d'acier, on la chauffe à 800 degrés, je vous dis vraiment la chose la plus basique, mais c'est pour que vous compreniez. On monte à 800 degrés, cette barre d'acier, on la trempe dans l'eau, elle devient extrêmement dure. On la prend, elle casse. C'est comme du verre. Donc la structure métallurgique s'est complètement transformée. Ce ne sont plus les mêmes molécules qui sont ordonnées de la même façon. On obtient de la dureté, ça veut dire on obtient potentiellement de la coupe, de la résistance, etc. Ce qui va nous amener à tous les outils qu'on connaît aujourd'hui, auxquels on ne fait pas du tout attention, qui sont en acier, ça nous semble logique que ça coupe. Et il y a une histoire humaine très impressionnante, puisqu'ils n'avaient aucune connaissance en métallurgie, en chimie, mais les hommes d'avant l'ont fait. Là, on est à la sortie, c'est-à-dire que c'est le résultat. Si vous voyez là en bas, il y a un trou dans la fosse qui permet d'évacuer un certain nombre d'impuretés qui sont liquides, et on va casser une partie du four pour extraire la loupe. Voilà, c'est notre jargon. Pour extraire la loupe, dont vous pouvez voir sur une belle loupe.
la structure interne et évidemment l'acier qui luit. Donc voilà, je vous refais le film. D'abord, on utilise ce four, ça dure plusieurs heures, plusieurs jours. On sort la loupe. La loupe, c'est de l'acier et il va falloir la forger puisque cette chose est d'une part impure, elle contient des impuretés de toutes sortes et puis elle est pleine de trous. Il faut donc la purifier. Là, il y a un commentaire que je revendique pas, mais par contre, l'image était tellement pédagogique que voilà, j'ai choisi cette image-là. Là, c'est la méthode japonaise, donc il y a des méthodes très différentes dans le monde entier. La méthode japonaise consiste à faire une espèce de pile, et puis on va tremper ce morceau de loupe qui est dans un premier temps forgé, qui n'a donc pas du tout de fibre, qui va casser, et on va empiler les pièces pour obtenir, alors la photo, je ne sais pas comment ils ont pu faire cette image-là, mais elle parle tellement que je l'ai choisie, pour faire, toujours dans notre jargon, une trousse. Cette trousse, on va... donc tout le principe de soudure à partir de ce moment-là est toujours le même. On monte à 1400 degrés environ, et à 1400 degrés, il se passe quelque chose de très particulier puisque l'acier est prêt, pour ainsi dire, à fondre. C'est pas tout à fait vrai. En fait, il est prêt à se séparer. C'est-à-dire que quand vous voyez dans l'image suivante ces petites choses-là qui sont en train de sortir, quand les étincelles sont blanches, c'est le carbone qui sort. Et si vous enlevez la maille du carbone de l'acier, vous avez des trous. Donc on ne va jamais jusqu'aux petites étincelles blanches quand on peut. Parfois certains y vont. Mais on essaye de ne pas y aller parce qu'on crée des trous dans la matière. Mais par contre, si on tape à ce moment-là, on va obtenir un bloc d'acier qui devient homogène. C'est-à-dire qu'on va souder l'acier parfaitement et on va obtenir un bloc d'acier qui est cohérent. C'est la fabrication traditionnelle de l'acier disons, chez les primitifs. Donc je vous ai dit, ça commence entre 4000 et 2000. Et on obtient un barreau d'acier qu'on va peut-être travailler comme ça, s'il est de très bonne qualité, c'est-à-dire s'il y a d'emblée beaucoup d'acier. S'il y a beaucoup de trous, on va être obligé de le purifier une deuxième fois, c'est-à-dire que ce barreau, forcément en le forgeant, on va l'étirer et on va le replier sur lui-même. Donc imaginez que, par exemple, au début, on ait quelques éléments, on va mettre... on va imaginer que cette pièce a déjà été étirée. Elle est étirée et on va la superposer 4 fois. On va monter à 1400 degrés, on va la souder. On va obtenir un bloc d'acier qui est forgé et qui est homogène. On va l'étirer, on va reprendre le processus autant de fois qu'il est nécessaire. Plus l'objet à réaliser est précieux, éventuellement pour une personne aristocrate, plus on va purifier. Et plus on va purifier, plus on va multiplier le nombre de couches qui étaient là au départ sur la pelle. Et donc plus les couches vont être fines. Je reviens un petit peu en arrière, voilà, à cet objet-là, mon sandwich. Et là, je termine mon explication. Je vous remercie de votre attention. C'était un peu long. Mais mon sandwich avec une pièce d'acier très dure au milieu et 2 joues en acier damassé. Les 2 joues étaient de 1200 couches. Et le motif que vous voyez que j'ai appelé dégel, je les nomme pour me souvenir. Le motif est obtenu en pinçant, si vous voulez, la pièce. Chaque fois que vous voyez comme une goutte qui tombe, il y a eu au forgeage un resserrage de la pièce, ce qui fait que voilà, j'obtiens évidemment ce motif. Peut-être c'est pas très clair, mais les motifs de toute façon, c'est très difficile c'est très difficile sans film de raconter. Moi, j'ai apporté un petit quelque chose dans ce monde qui dure depuis très longtemps. On est un peu fiers, on n'est pas hyper nombreux à avoir apporté quelque chose. C'est une autre façon de penser comment fabriquer. Jusqu'à maintenant, on a fabriqué, il y a pas que moi qui ai fait ça, mais au départ, en tous les cas, on a fabriqué avec ces couches superposées, comme je viens de vous l'expliquer. Alors, il y a des tas de techniques. On peut superposer les couches, mais on peut les prendre dans ce sens-là. Et là, vous allez, si vous faites un objet de profil dans ce sens-là,
vous allez avoir des traits parallèles, mais si vous utilisez pour faire un objet dans ce sens-là, vous allez avoir un chaos de traits qui partent dans tous les sens. Je vous montrerai par la suite. Et puis on peut aussi croiser des barrettes. On peut faire des frites d'acier. Les Japonais font ça. Ils font des frites d'acier très longues. Ensuite, ils les sectionnent et ils vont poser une fois les barrettes dans ce sens-là, une fois les barrettes dans ce sens-là, une fois les barrettes dans ce sens-là. On va forger. Les aciers vont se mêler au niveau de la fibre. C'est fantastique parce qu'au lieu d'avoir une fibre toujours dans le même sens, on va croiser les fibres. On obtient une résistance terrible. Et les dessins changent. Donc depuis toujours, c'est très merveilleux parce que depuis l'aube de l'humanité, les forgerons passent une énergie complètement délirante à créer des aciers. Et quand je dis délirante, je pèse mes mots. C'est énorme. C'est énorme à produire des aciers non seulement pour qu'ils soient métallurgiquement corrects, pour qu'ils soient aptes à la coupe, mais aussi pour que, d'un point de vue esthétique, ils puissent raconter quelque chose. C'est un récit qui se produit sur les lames et c'est un récit qui m'interroge depuis que je fais ça, donc ça commence à faire un paquet d'années, presque 25 ans maintenant, et qui est assez merveilleux. Donc moi je me suis interrogé à un moment sur comment inventer finalement un autre récit. Et là, vous avez, je vous ai mis celui-là, il y en a plusieurs. C'est le tout début du travail, réalisé avec l'IUT du Creusot pour une recherche qui a duré à peu près 2 ans, la mise au point, où il fallait percer des blocs d'acier, mais en perçage profond. Vous voyez l'épaisseur, là, on était à 53 sur les essais. Donc quand il faut percer un trou de 2,1 mm dans 53 de profond, c'est très compliqué. Ça a l'air simple de faire un trou. Croyez-moi, parfois, ça n'est pas simple du tout. Dès qu'on commence, si vous voulez, dès qu'il y a beaucoup de frottement sur la périphérie du forêt, évidemment, il y a des possibilités de casse. Donc il faut trouver des solutions, il faut tourner très très vite. C'est là que j'ai commencé à travailler avec des machines numériques. Un centre d'usinage. Là, on tournait, je pense à l'époque, on devait tourner à 18 000 tours. Très très rapide, avec des forêts dans lesquelles il y a des trous pour pouvoir injecter des lubrifiants. Bon, c'est un petit peu compliqué. Le principe était de créer des motifs d'une autre façon. Donc là, on a modélisé, c'est une structure mathématique, ça va faire plaisir à Vladimir Skoda. C'est un tournesol. Bon, structure mathématique qu'on va retrouver dans la nature sans arrêt, c'est omniprésent, donc dans les plantes, dans les ananas, les tournesols, etc. Je vous en montre un autre, celui-là beaucoup plus aléatoire. J'ai beaucoup travaillé au début aussi sur la mimésis, sur comment les animaux se transforment visuellement en nature pour passer inaperçus, donc les pelages, etc. Donc là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a des barrettes de plusieurs tailles. Donc mon principe à moi, c'est d'insérer, si vous voulez, la figurative, celui-là est plus récent, d'insérer dans mon bloc. Aujourd'hui, il fait moins de 53. Le procédé a légèrement changé, mais peu importe. Par exemple, de mémoire, ça c'est 1200 pièces. Il y a beaucoup de petites pièces que je prépare une par une. C'est un peu un travail de Romain que je prépare et que j'insère dans mon bloc. Et je vais monter à 1400 degrés et je vais souder ce bloc. Ah, donc là, il faut du gros marteau pilon. Sinon, c'est pas possible. C'est quand même très dur. C'est des aciers très durs. Et donc, on va obtenir un acier homogène dans lequel il y a un dessin en bout. C'est-à-dire que quand j'étire, la pièce s'étire dans ce sens-là, et mon dessin, il est là. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de dessins qui étaient soit sur le profil, soit sur le dessus. Moi, mon dessin, il est à l'extrémité. Vous reconnaissez une vanité. Évidemment, on peut emprunter un certain nombre de sujets à partir de ce procédé. Une exposition au musée des Beaux-Arts de Dijon, donc exposition perso où on me demande de travailler avec les collections anciennes du musée, ce qui était une très grande réjouissance pour moi, parce qu'il y avait une belle collection, il y a 300 pièces qui viennent du monde entier. Donc j'ai mis au point, ils m'ont laissé travailler. Donc j'ai dessiné la présentation, j'ai dessiné les meubles, j'ai créé une lumière particulière parce que montrer les aciers damassés, c'est très difficile. En général, dans les expos, on ne les voit pas.
Donc voilà, je les ai embarqués un peu dans une folie. C'était un lieu très difficile aussi parce que, comme vous voyez, c'est un peu connoté. Où je me souviens plus le nombre de portes et de fenêtres, mais c'est lieu très difficile. Une cheminée monumentale, enfin bon, bref. Et puis cette colonne au milieu, donc il a fallu faire avec tout ça. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était en faire quelque chose d'un peu théâtral, un peu comme une grotte. Et j'ai créé des objets avec cet acier damassé que j'ai appelé organique. À partir de cette exposition-là, vous voyez que les motifs sont complètement différents. On est dans quelque chose un sentiment d'une matière liquide, fluide, en train de couler. Et si vous regardez à l'extrémité de ce sont des dagues, vous allez vous apercevoir que on perçoit le motif qui a généré la pièce, qui va sortir en fait au fil de la pièce parce que vous le sentez bien, je torsade l'acier, c'est-à-dire j'imprime une rotation dans l'acier, mon motif qui est à l'extrémité du barreau, mon barreau est comme ça, je vais le mettre en rotation plus ou moins vite, plus ou moins de façon forcée, pour obtenir une plus ou moins grande vitesse d'apparition de mes motifs. Si vous regardez sur le manche, les motifs sont très peu twistés, on dit toujours dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on a très peu tourné la barre, alors que sur la partie du tranchant, voilà, le motif apparaît presque de profil. Est-ce que vous comprenez ça? Bon. Bon, comme je suis un coquin, j'ai un peu sollicité mon photographe pour qu'on fasse des coquineries jusqu'au bout. La pièce qui m'a permis qui m'a donné la chance d'obtenir le prix pour l'intelligence de la main. Donc on est sur le même principe, vous voyez le motif à l'extrémité. Voilà une petite mise en scène qui m'a permis de dire que je voulais débarrasser la coutellerie de sa gravité. Et puis dans l'exposition, le rapport aux objets anciens. Je vous rappelle, bon voilà, l'archéologie, j'ai fait du dessin archéologique pendant longtemps aussi. Donc il y a pour moi une proximité immédiate des objets anciens. Je ne sais pas comment le dire. J'ai fait des études d'art en Bourgogne où le constructivisme est extrêmement présent. Donc le rapport à l'abstraction était c'était continuel. Hein. Et donc je suis un peu un transfuge parce que je suis un artiste qui est un artisan, je suis du côté de l'abstrait mais je fais des objets très concrets. Bon voilà, il y a ça en moi, je ne sais pas comment ça marche mais jusqu'à maintenant ça a toujours marché ensemble et les objets anciens sont extrêmement proches de moi. C'est-à-dire que je suis capable de me poser des questions avec les objets anciens pendant des heures, j'allais dire presque dormir avec parce que vraiment j'adore ça. Donc j'ai commencé à regarder tous les objets de la collection, à m'interroger sur comment les forges étaient réalisées, où, etc. Je me suis rendu compte qu'il était impossible de trouver un spécialiste en France qui soit capable de m'aider dans l'identification précise des objets. C'est-à-dire que malheureusement, les objets sont une branche presque, j'allais dire, morte. Les objets anciens ne sont pas considérés beaucoup. C'est-à-dire que les conservateurs qui sont formés s'intéressent aux branches nobles, la peinture, la sculpture. Et les objets sont assez délaissés, contrairement à d'autres civilisations comme l'orientale où les objets sont premiers. Donc j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à socialement ce que voulait dire être artisan ou être artiste à cette époque-là, à travers cette exposition. Et j'ai choisi des pièces dans la photographie où on voit une dague avec une tête de lion, une petite dague italienne du XVIe, en premier. J'ai choisi de marier mes objets avec des objets anciens, c'est-à-dire j'ai dessiné mes objets pour voisiner avec des objets anciens dans une forme de communication questionneuse. Là, je vous montre une des vitrines, on pourrait dire, c'était une porte que j'ai transformée. Donc là, avec des objets anciens, à gauche, une chiavone, et c'est les épées de Venise, avec des cages très sophistiquées, des cages pour protéger la main,
qui se transforment au fil du temps. Alors c'est très étonnant les retours que j'ai eus, parce que j'ai eu des visiteurs de toutes sortes, et j'ai eu des retours de personnes très informées qui subitement voyaient des objets anciens. J'ai trouvé un système pour qu'on ne voit pas comment ils étaient accrochés. Donc il y avait un côté magique à 3-4 mètres, on ne voyait pas du tout l'accroche, et les objets flottaient. Et subitement, on s'est aperçu... par exemple, les amis designers voyaient que les objets anciens étaient extrêmement dessinés, comme si c'était la première fois, comme si c'était une apparition. On a commencé à réfléchir ensemble à comment ils étaient réalisés. Donc c'est très étonnant, cette collaboration qu'il y a entre les artisans, les artistes. On l'évoquait tout à l'heure avec Monsieur Skoda, comment ça communique. En fait, on ne sait pas complètement. Ce que moi je sais par mon expérience personnelle dans le travail, c'est que il est certain qu'il y avait des artisans beaucoup plus sensibles, comme on peut le voir dans les arts primitifs, beaucoup plus sensibles aux questions plastiques, qui étaient capables d'amener, d'intégrer dans des objets fonctionnel de l'esthétique, qui faisait évoluer les objets de l'intérieur, parce que de 10 ans en 10 ans, une arme d'ast, une Corsac par exemple, ça va varier, ça change sans arrêt en fonction des formes d'armure, etc. Les objets changent. Et les artisans les faisaient évoluer, les artistes aussi faisaient des cartons pour les artisans. Donc en fait, il y avait encore à cette époque une espèce de maille sensible où le mot art n'était pas complètement séparé. Aujourd'hui, quand on pense art, on pense d'un côté art contemporain, mais on ne pense pas du tout aux artisans. Et à cette époque, il y avait encore ce lien fluide, ou plus ou moins fluide, qui circulait pour réaliser des objets. Bon, tout ça, ça a rempli ma vie merveilleusement. Et j'ai commencé à chercher à faire des objets qui d'une certaine façon, rassemblent ma dispersion, rassemblent mes deux extrémités. Et j'ai commencé à faire des objets qui soient des objets à la fois pleins de cette matière mystérieuse, et capable d'aller dans le monde d'aujourd'hui pour interroger. Alors les gens qui connaissent l'art ancien, par exemple, regardent ça comme une pièce 16e, et les gens qui font du design, souvent, me font tout à fait d'autres retours. Alors vous pouvez voir là, par exemple, deux damas complètement différents. C'est un acier damassé dans le manche. Donc on est dans des systèmes d'insert. Il faut creuser le manche d'une forme femelle. On va produire une forme mâle et ensuite on va l'insérer à l'intérieur. Un petit damas à base de points. Alors que la lame est faite de façon traditionnelle, j'ai envie de dire, avec des barrettes, des frites d'acier qui sont torsadées les unes sur les autres. Là, il y en a 7. C'est un petit peu c'est trop compliqué de vous expliquer là spontanément comment c'est fait. C'est très compliqué. Le bloc d'acier, je me souviens, j'avais forgé 15 jours. Ou des objets sans acier damassé, j'allais dire tout simplement dessiné. Mais on sort un peu du cadre de l'artisanat habituel parce que les formes sont trop exigeantes. Couteaux qui se vendent très mal. C'est un vrai plaisir de les créer, mais c'est pas du tout commercial, évidemment. Ça, dans les salons de coutellerie, ces objets-là, ils ont été vus au bout de 3 ans, je crois. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à la coutellerie ne s'intéressent pas du tout à ce que je fais en règle générale. Bon, celui-là s'appelle Miss. Je le dis, voilà, c'était petit clin d'œil à Miss Vandero. Bon, là, vous pouvez voir toujours mon acier organique, mais tout à fait dans une autre formule, sur des systèmes de barrettes que j'utilise, de barrettes torsadées, ressoudées ensemble. C'est beaucoup d'opérations successives. Ça donne un résultat assez impressionnant. Un petit frère dans une autre texture. Évidemment, il y a un jeu pour moi qui consiste à m'amuser à faire des objets très différents. Plus mécanique, avec
une autre façon de travailler complètement, c'est-à-dire que là je pars d'un bloc d'acier dans lequel je vais travailler par mécaniquement, donc c'est du fraisage. C'est l'enfer de produire un truc comme ça, c'est très compliqué à la main. Donc j'ai pas dit, mais ça vous semble certainement évident, je travaille à la main, j'ai un petit atelier de 80 mètres carrés, j'ai des machines assez primitives. Et parfois je fais appel à des machines numériques à partir de plans en 3D. En fait, je m'interdis rien. Donc je joue avec tout ça. Là, voilà un objet assez qui pourrait être fabriqué aujourd'hui finalement. Il est juste fabriqué avant-hier. Le même principe, mais avec une intervention manuelle, un graveur. Donc je crée un dessin abstrait. Et par contre, le graveur est ma main parce que moi, ça, je sais pas du tout faire. Un graveur, c'est de la folie. Dès qu'il pose un trait, il va rester. Moi, je pourrais pas. Je sais pas comment ils font pour ne pas faire de l'huile, mais c'est incroyable les graveurs. Toujours la même cage, mais avec un principe d'insert qui vient se répéter dans la lame. Alors tous ces objets-là, c'est trois. Ils ont un nom évidemment. Les trois perfetto, là, ils s'appellent perfetto, comme on le dit en italien parfois. Tout ça, c'est au centième sur roulement à billes avec des petits patins en téflon, zéro frottement. Enfin, c'est des objets qu'il faut aussi vivre, hein, parce qu'il faut comprendre que l'intériorité de l'objet, ce qu'on sent en l'ouvrant, la sensualité qui dégage dans le contact, dans la façon qu'on a de pouvoir le manipuler. Là, la lame est bloquée. Il y a une petite astuce pour ouvrir la lame. Le système d'ouverture, c'est la pièce que vous voyez à l'extrémité, c'est-à-dire qu'il y a une petite pièce fine qui fait 3 mm dans la réalité, sur laquelle on pousse un petit coup pour débloquer, donc voilà, elle est complètement intégrée au dessin. Bon, tout ça produit un objet qui est évidemment pas seulement une image, mais aussi un monde un peu à part, quoi. Bon, alors ce plaisir pour les objets anciens, il va aussi de temps en temps vers le fait d'en visiter un. L'amiral Destin avait inventé une dague qui est ouverte fermée. Et c'est un objet pour la chasse, mais bon, l'intérêt c'est qu'on a un couteau dans cette position qui fait sa longueur normale, et quand on va l'ouvrir, évidemment, ça devient une dague avec une grande lame. Donc c'était un objet très simple, 18e, super beau, le premier. Et puis voilà, j'ai réinterprété cette dague à la Destin avec des petits ajouts pour que ça fonctionne dans tous les sens. Alors c'est des objets qui demandent un temps important, qui marchent bien, qui sont assez fascinants, parce que là par exemple sur cette image-là on voit bien qu'ils peuvent devenir un peu presque abstraits, il y a une autonomie de l'abstraction qui arrive. En fait je crois que je pourrais rien dire, vous laisser regarder aussi. Un simple couteau droit, très, très compliqué à fabriquer, mais c'est tout simple. Il y a beaucoup d'opérations là-dessus. On se rend pas compte, c'est pas plat sous l'ivoire, c'est pas parallèle du tout. C'est-à-dire qu'on est très très fin à l'extrémité arrière. Il y a une plaque d'argent qui est intégrée entre l'ivoire et l'acier, et tout est pris par des clous intérieurs au centième pour que rien ne bouge. Toujours avec mon acier organique. Ça, ce sont des objets récents, donc c'est des nouvelles tentatives pour les motifs de Damas que je prends cette fois dans le sens de la longueur de la barre à partir de l'art optique pour créer des objets qui sont un peu là aussi à la limite de l'abstraction, que j'aime beaucoup. Sinon, c'est des vieilles marmites, hein, c'est du couteau nordique. Pareil, dans les salons de coutellerie, les gens ne les voient même pas. C'est trop pour eux. Un projet pour l'épée d'académicien d'Alain Charles Perrault, qui était mon premier projet. J'ai eu un grand rendez-vous avec lui, et puis
C'est un architecte restaurateur qui est entré à l'Académie des Beaux-Arts il y a peut-être 3-4 ans. Et donc vous le connaissez forcément parce qu'il a restauré le Grand Palais, l'Élysée, la Sainte-Chapelle, enfin bon. Et les épées d'académiciens, c'est une belle opportunité pour un coutelier. Et en même temps, c'est souvent un totem sur lequel l'académicien veut absolument voir, j'allais dire tout, presque ses vacances en Bretagne, j'exagère un petit peu, mais il veut absolument voir des tas de choses parce que en fait, on fait ça, c'est une espèce d'habitude qui s'est prise depuis Cocteau. Vous connaissez sûrement tous l'épée d'académicien de Cocteau, mais Cocteau était un grand artiste, faut pas oublier. Et donc, il avait réussi à créer une épée dans laquelle il y a beaucoup d'impulsions, beaucoup d'entrées, mais tout est unifié. Et souvent, les épées d'académiciens terminent mal parce que ça va dans tous les sens. Donc, j'ai essayé de le persuader de faire quelque chose de très bon, il fallait que je fasse entrer beaucoup de choses dans le programme, mais de très unifié. Et puis, j'étais parti sur un objet qui puisse tenir debout. Donc, tout est... En fait, il y a beaucoup de choses, des réalisations qu'il a créées, mais j'avais intégré dans les proportions. Et puis, j'avais fait une pièce très contemporaine, ce qui me semblait bien. Mais en fait, ça n'a pas fini vraiment comme ça. Parce qu'il voulait une femme nue. Et ma foi, je ne peux pas lui en vouloir. Il voulait pas n'importe quelle femme nue, il voulait dans le groupe de la danse de Carpeaux, il a aussi restauré l'opéra. Et juste devant l'opéra, il y a le groupe de Carpeaux qui est, je vous incite à vous y attarder, c'est magnifique. C'est vraiment la très bonne sculpture, une sculpture qui a fait un scandale noir, hein, qui a été enlevée, je crois, 3 ans après, peinte, enfin bon bref, le pauvre Carpeaux a eu bien des ennuis. Et c'est un groupe qui invite au plaisir de la danse et au plaisir de la chair, clairement. Et il voulait qu'on récupère cette femme. Donc il y a eu toute une histoire où il a fallu scanner ce personnage depuis les marches de l'opéra, ensuite le réduire, réinventer toutes les parties qui étaient noyées dans le groupe, puisqu'on les avait pas. Donc voilà, retravailler avec un sculpteur, puis un fondeur. Après, je lui ai fait beaucoup de propositions. C'était compliqué, ça a un poids. Enfin bon, bref, il fallait gérer tout ça. Je lui ai fait différentes propositions et ça a terminé comme ça, avec une pièce d'acier dans laquelle est caché, vous le voyez un petit peu au bout, le Grand Palais. 1500 pièces pour le bloc d'acier, un travail de Romain. Un damasque était très beau, vous le verrez tout à l'heure. Bon voilà, quand je m'aide de la 3D, il y a vraiment des fois où c'est merveilleusement utile. On arrive un petit peu à la fin. Une pièce que j'ai faite l'an dernier. Alors, comment parler de cet objet ? C'est un objet qui m'a été demandé par le Palais de Tokyo pour une exposition qui s'appelait Double Jeu. Et Double Jeu, c'était la mise en scène d'un crime qui mêlait artistes et artisans. Et voilà, j'ai été sollicité pour l'arme du crime. Bon, ce qui est particulier, produire une arme du crime, c'était amusant quand même. Surtout qu'on vivait, nous tous, en même temps, les tragédies des attentats. Et bon, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Donc il y avait cette arme du crime qui était figurée. Et j'ai conçu un damasque que vous avez vu tout à l'heure, qui est cette vanité avec le crâne. Et j'ai choisi de pas, pour ainsi dire, de pas la montrer. Si vous voulez, chaque fois qu'on voit des chevrons dans la lame, il y a en fait des petites frites, comme je vous les ai décrites, des frites torsadées, dans un sens, une fois à gauche, dans l'autre sens, une fois à droite, etc. Il y en a 4. Et il y a à l'extrémité ce motif qui est passé de 150 à 14 mm, je crois, à la fin, peut-être même plus petit. Bref, il a été diminué 10 fois, donc il y a une petite déformation, mais on reconnaît quand même un crâne. Et on le voit de nulle part, c'est-à-dire que les gens qui ne savent pas qu'il y a un crâne ne voient pas de crâne. Il faut le chercher pour le voir.
Et la demande de Jean Deloisy, je lui ai proposé plusieurs choses. C'était que je travaille avec des vertèbres de serpent que j'avais depuis longtemps. Il voulait ça. Donc bon, voilà, je me suis engagé sur ce pari-là, ce qui a été très compliqué parce qu'il fallait que ça marche visuellement. Enfin bon, et c'est très compliqué de faire cohabiter un univers très géométrique. Je ne sais pas si vous voyez la géométrie de la pièce, elle est très complexe, très géométrique et très organique. Et c'était pour moi ça clairement le pari et ce qui était intéressant dans ce pari-là. Donc sous le manche, il y a un endroit où on voit le crâne qui est tout petit, qui apparaît. Et donc tout le monde cherchait évidemment où était le crâne. C'est une pièce qui est très composite du point de vue de la forme, qu'on pourrait rattacher à des objets anciens, italiens, corses, toute la Méditerranée, perse. Mais j'ai fait des choses là qui n'ont pas existé en coutellerie du tout. Donc entre autres la forme de requin un petit peu vers le manche. Ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu inventé. Un autre objet, voilà, où on a ces crânes qui apparaissent comme, peut-être vous connaissez les ambassadeurs, enfin bon, bref, les crânes font dans la peinture un grand travail de réflexion pour nous, dont on a bien besoin en ce moment. Je fais aussi d'autres objets. Parce qu'il m'est arrivé je vais marcher, et je tombe sur un renard qui a éclaté un pigeon et je rentre et ça m'influence un peu parce que finalement il n'y a rien de plus proche d'une lame qu'une plume. Bon, j'ai commencé à faire des plumes il y a un petit moment maintenant, j'en fais de très grandes, bien que physiquement ce soit vraiment terrible. Avec différents aciers, de différentes façons. Au musée des Beaux-Arts, j'avais réalisé des chakrams. Les chakrams, c'est une invention indienne. Il faut savoir, les Indiens, pour les armes blanches, ont inventé à peu près tout ce qu'on peut inventer. C'est sidérant. C'est assez sidérant parce que ça va dans tous les sens et ils sont capables de tout créer. Et ils l'ont fait. Et ils ont créé des objets qui s'appellent les chakrams. Les chakrams, c'est des frisbees, mais qui coupent. Voilà. Bon, donc j'en ai fait pour le musée des Beaux-Arts, c'était 3 cercles concentriques qui faisaient un petit clin d'œil à Marcel Duchamp, comme ça pour s'amuser. Et puis après, j'ai créé des disques parce qu'il se passait des choses assez étonnantes. J'ai créé des disques qui n'ont pas de fonction du tout, qui sont pas fonctionnels, qui sont pas affûtés. Et je me suis rendu compte que c'était finalement la complémentaire de mon travail. Évidemment, les couteaux, on est toujours dans le masculin, on ne fréquente que du masculin. Et au bout d'un moment, je dois dire, c'est bien d'aller vers des choses plus tendres et plus féminines. Et donc, j'ai commencé à faire des cercles. Et bon, j'en ai mis assez peu. Mais ça m'a beaucoup surpris. J'ai beaucoup appris de ces objets. Donc là, il y a une petite intervention. Là, c'est du fer et de l'acier. Pour une fois, il y a du fer, alors je vous le dis. Et il y a une petite intervention pour obtenir le carré au milieu du cercle. Voilà. Bon, je vous ai mis là, à la fin quelques objets ou images. J'ai envie de dire pour le plaisir des yeux. Jean-Noël, un grand merci. Nous allons prendre quelques questions. Bonjour monsieur, merci beaucoup. J'avais une question sur la partie animiste de votre travail, vous en tant que créateur. Et c'est une heureuse coïncidence que vous ayez utilisé l'extrait de Iron Man. En ce moment, les agences en UX utilisent beaucoup Iron Man pour parler des consommateurs dans le sécuritaire, la défense, les armes. Donc c'était un hasard. Merci. Vous avez compris ? Votre partie animiste dans votre travail. Normalement, on étudie celle du consommateur au niveau de la consommation des armes. Je ne sais pas si les forgerons sont tous sourds dans le fond.
Peut-être des fois on n'a pas envie de répondre aux questions. Moi, Iron Man, évidemment, je regarde ça avec beaucoup d'amusement. Moi, je crois qu'on est dans un monde dont le désir de gloire est absolument sans limite et très morbide. C'est comme ça que je lis Iron Man. C'est une façon de répondre sans complètement vous répondre, mais c'est assez comme ça que je lis Iron Man. Je crois qu'on est face à un désir de puissance qui est infini, et la mobilisation pendant toute la modernité de la matière a été infinie. Et je crois qu'il y a dans ces métiers très particuliers une sagesse et en même temps cette folie aussi. Je vois l'image suivante, alors je vous la mets parce que c'est mon épée d'académicien là. Il y a aussi déjà cette folie un petit peu sans limite, faut bien reconnaître. Est-ce que je vous ai un petit peu répondu? Pas complètement, je sens. Une autre question? Bonjour. Je voulais vous remercier parce que moi j'ai été transportée en fait par votre intervention, la manière dont vous parlez des matériaux. J'ai trouvé ça assez magique. Je me demandais si vous, en tant qu'artisan et artiste, quelle vie vous imaginez pour vos objets une fois que vous les avez terminés? Je pense par exemple à vos couteaux. Enfin, est-ce qu'ils sont délimités par leur fonction, qui est coupée, ou est-ce que vous préféreriez que les gens les conservent, précieusement? En fait, ils sont tellement beaux. Je me demandais comment vous imaginez la vie de ces objets. En fait, en étudiant les objets anciens, ce que j'ai compris, c'est que ce que le monde actuel fait porter aux objets, la fonction, en règle générale, est toujours doublée d'autres fonctions. Donc il y a des fonctions de représentation qui sont évidentes, de représentation du pouvoir. Les beaux objets que je réalise sont destinés à des gens qui, en général, se représentent à travers eux. Donc il y a différents niveaux de fonctions, ce qui fait que, en fait, moi je considère que mon travail, c'est d'élaborer des objets pour qu'ils puissent répondre à toutes les fonctions possibles. Et les gens qui achètent, ensuite en font eux quelque chose qui, d'une certaine façon, ne me regarde pas. Je préfère pas savoir, des fois, je préfère pas savoir. Et puis d'autres fois, je réalise des objets dont je sais qu'ils vont me rester. Je sais pertinemment que je ne vais pas les vendre. Parce que il y a même des objets que j'aurais pu mettre dans le montage, et qui sont très énigmatiques et très embarrassants. C'est-à-dire qu'il aurait fallu faire 2 conférences, une première conférence normale, et puis après on aurait vraiment parlé. J'exagère un petit peu, mais bon, c'est une façon de répondre. Merci. On peut peut-être prendre une dernière question, oui. Si c'est pas indiscret, qu'est-ce qu'elle raconte, votre épée, la vôtre, d'académicien? La mienne, ouais. Le dessin, vous voulez dire? Oui, qu'est-ce que vous avez mis dedans, comme symbole, comme histoire? Moi, mon objectif, c'était de poursuivre mon travail visuel. Bon, moi, au fil des clients, j'essaye quand même de poursuivre, si vous voulez, au niveau de la forme. J'essaye d'amener un petit quelque chose modestement à la coutellerie. Donc j'allais dire je bricole. Voilà, je bricole la forme. Après, l'objectif par rapport à lui, c'était de pas me laisser embarquer dans une commande où il fallait que je représente la Sainte-Chapelle. Bon, ça a d'ailleurs fini comme ça. Il a voulu je suis en train de chercher une hermine. Vous savez ce qui représente la Bretagne. Il a voulu une hermine sur son épée, parce que la première chose importante qu'il ait faite, c'est restaurer le Parlement de Bretagne. Bon, moi je voulais éviter un peu cet effet totem pour aller vers un objet qui soit un objet dont la lecture soit synthétique. C'est en général ce que je cherche à faire dans mes objets, des objets dans lesquels on peut creuser très longtemps, on peut cheminer avec eux, mais qui soient visuellement très très simples.
Merci beaucoup, merci à nouveau. Merci à vous. Donc, nous nous retrouvons dans 3 semaines, le 18 mars, pour une matinale consacrée à la R&D. Vous allez voir qu'on va aborder des choses assez... Enfin, ça paraît toujours un peu mystérieux, la R&D. On va aborder des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir ou qui ne sont pas dévoilées au grand public, ou, notamment des travaux de chercheurs. Et puis on couvrira donc à la fois la question de la recherche jusqu'à la question les limites du métal aujourd'hui dans l'idée de la réutilisation et du recyclage. On verra aussi les nouvelles techniques de mise en œuvre, notamment la fabrication additive qu'on appelle un peu communément l'impression 3D. Voilà, donc nous on était de toute manière assez curieux d'assister à cette prochaine conférence. On voulait remercier quand même chaleureusement nos intervenants d'aujourd'hui qui nous ont fait partager leur parcours avec autant de passion et puis autant de diversité. Donc Stéphane Dietz, Vladimir Skoda et Jean-Noël Buatois, merci beaucoup. Et dans 3 semaines.